d'immenses forêts, des tourbières, une multitude de lacs et de cours d'eau, la Creuse est un département réputé pour la beauté de ses paysages naturels. Mais cela ne l'empêche pas d'être également connu dans le monde entier pour une pratique qui prit il y a un siècle une dimension industrielle, le tissage des tapisseries. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Aubusson chez les héritiers des manufactures royales pour découvrir ce savoir-faire si particulier. Nous verrons également comment la toute jeune cité internationale de la tapisserie insuffle de la modernité dans cette pratique. Enfin, nous irons à la rencontre de deux créateurs, un peintre, un designer qui vivent leur passion au cœur de ce territoire rural, cap sur la Creuse, au fil des arts. Aubusson. Cela fait plus de 5 siècles que le nom de cette ville, située au bord de la rivière Creuse, est associé à l'art de la tapisserie. Pratiquée ici depuis le Moyen-Âge, la tapisserie a connu un fort développement au XVIIe siècle quand Colbert, ministre de Louis XIV, octroya aux ateliers de la ville le label de manufacture royale. En bord de rivière, pas très loin du centre-ville, la manufacture Roberfour est la plus importante encore en activité. Tout commence bien sûr par une histoire de fil et de teinture. Car pour réaliser avec de la laine de véritables tableaux, il faut avoir à disposition une grande palette de couleurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. On m'a dit que tu étais le maître des couleurs ici. Alors en quoi ça consiste ton travail ? Mon travail consiste à teindre la laine avec 3 colorants. Les 3 couleurs de base qu'on apprend à l'école, quoi. Les 3 couleurs Jaune, de base. rouge, bleu. Exactement. Alors ça se passe concrètement comment ? Eh ben, on va les mélanger entre eux pour reproduire donc un échantillon qui est référencé depuis X et X et X années. Tout est mélangé à l'œil. C'est-à-dire que là, en faisant ces dosages-là, tu sais vers quelle couleur finale tu vas ? Oui, approximativement. Mais c'est plus la couleur du bain qui va me dire ce que ça va donner sur ma matière. Donc là, tu vas vers un bleu que moi je qualifie de très foncé. Je ne sais pas si c'est le bon qualificatif. Non, il est très clair. J'ai souvent entendu dire que l'eau de la Creuse, qui était traditionnellement utilisée, elle était d'une qualité qui permettait justement de bien colorer. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui. La raison, c'est simple, c'est qu'elle avait les propriétés d'avoir le pH acide. On est dans une région où le pH est très acide, et ce qui permet de fixer le colorant interne de la fibre. C'est long à chauffer. Là, je suis à 45 degrés, 45-50. Pour les coloris foncés, on va monter à 100 degrés, 98 degrés, donc à ébullition. Les coloris clairs, on monte à 65. Approximativement. Au Moyen-Âge, dans les tapisseries qu'on faisait, il y avait à peu près une vingtaine de couleurs, parce qu'il n'y avait que des colorants naturels. Aujourd'hui, tu peux faire combien de couleurs différentes, combien de nuances ? C'est à l'infini, c'est comme les chiffres. C'est à l'infini. Il suffit de remettre une petite pointe de jaune, j'ai un autre coloris. Il suffit de remettre une petite pointe de rouge, j'ai un autre coloris. Une petite pointe de bleu, j'ai un autre coloris. Donc, quand je disais que tu étais le maître des couleurs, c'était le bon mot, parce que tu peux faire n'importe quelle couleur. N'importe quelle couleur. À l'infini, c'est à l'infini. Il y a ici beaucoup d'activités, une ambiance très studieuse. Où est-ce qu'on se trouve, Marie-Catherine ? Alors ici, on se trouve dans l'atelier de tissage, où nous avons 9 lissières en activité. Donc la particularité, c'est que nous travaillons sur des métiers de basse lisse. Les métiers sont à l'horizontale. Et donc chaque lissière a sa tapisserie à réaliser. Donc là, par exemple, Sylvie
est en train de réaliser une tapisserie. Donc le carton est installé sous la chaîne de coton. Alors, le carton, c'est le modèle qu'il faut Voilà, c'est reproduire. le modèle qu'il faut reproduire. Je vais passer sur le banc pour voir un peu plus précisément ce que tu fais, Sylvie, parce que c'est extrêmement impressionnant. C'est à la fois précis et en même temps très rapide. Moi, c'est ce qui me touche. La rapidité vient avec l'expérience, disons. Alors, C'est en normal. l'occurrence, ton expérience, c'est combien de temps? 40 ans. Mais il faut d'abord, je précise bien que ce soit une passion. Si on n'est pas passionné par la tapisserie, on ne peut pas rester. C'est vraiment quelque chose que l'on doit vivre, en quelque sorte. Et alors toi, cette passion, elle t'est venue comment? Dès le début ou c'est J'étais fort déjà curieuse de ce savoir-faire. Et au fur et à mesure des années passant, de différentes rencontres avec des peintres ou avec différentes techniques, la passion est venue et vraiment, c'est ce qui est pour moi très important. C'est de ressentir d'abord, avant d'exécuter, de s'imprégner de l'œuvre, de voir ce que le peintre a voulu voir et de retraduire en laine ou en matière en soie, etc., l'œuvre du peintre. Mais on a aussi notre mot à dire pour donner cette vibration comme là où on doit Bah, je donner vois, là, les couleurs, elles Voilà. s'imbriquent les unes dans les autres. C'est Voilà. quoi? C'est pour rendre un peu... quelque chose de flou, comme s'il y avait un petit brouillard au loin, vous voyez ce que je veux dire? On est des interprètes en laine d'une œuvre peinte. Tu as conscience que tu as un savoir-faire quand même qui mérite d'être mis à l'honneur. Oui, qui mérite d'être connu et puis d'être transmis aussi. Très important, la transmission. La tapisserie reprend ses lettres de noblesse, je trouve, de plus en plus. Oui, et les artistes contemporains viennent vers Oui. nous justement pour Voilà. ce renouveau. Et, Par exemple, par exemple, une très jolie tapisserie avec Pierre-Marie. alors Pierre-Marie, c'est un jeune artiste qui a une C'est trentaine un d'années. jeune hein. artiste qui a une trentaine d'années. Et puis bon, c'est une rencontre extraordinaire parce qu'en plus d'une collaboration, c'est devenu vraiment une complicité entre l'artiste et le lissier. Enfin, en l'occurrence, la lissière qui était Sylvie. Ah, c'est toi qui l'as fait? Oui, même si elle était grande et longue à réaliser, ça a été un enchantement à chaque jour. Je ne me suis jamais ennuyée sur cette tapisserie. Je comprends pourquoi Jean Cocteau vous surnommez, vous les lissières, les harpistes, parce que quelque part tu joues avec oui. des fils, tu joues avec Quand les couleurs. on C'est touche. splendide à voir, hein, vraiment. Ah, tant mieux, ça fait du bien de faire voir qu'on peut faire des belles choses, même si c'est un métier ancestral, mais qu'on arrive toujours à faire des belles choses. Et voilà, faire vibrer, quand on passe la main sur la chaîne, ça vibre. Filage, teinturerie, tissage. La physionomie de la ville d'Aubusson est fortement marquée par ces activités. En 1860, la ville comptait 8000 habitants, 2 fois plus qu'aujourd'hui, dont 2500 lissiers. Fin 19e, début 20e siècle, d'immenses usines voient le jour. On y fabrique, en plus des tapisseries traditionnelles, des tapis de sol de façon industrielle. Ces grands bâtiments, dont beaucoup aujourd'hui sont à l'abandon, rappellent cet âge d'or. En 2016, la graphiste Margaret Gray et l'agence Terre-Neuve donnent une deuxième jeunesse à la façade de l'École nationale d'art décoratif, tout en symbole. Car la cité internationale qui s'y installe a pour objectif de dépoussiérer l'image de la tapisserie. Pari réussi, notamment grâce à la création en cours de 14 tentures originales tirées de l'œuvre graphique d'un artiste de renommée mondiale, Tolkien, l'auteur de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Tolkien, Aubusson, a priori Emmanuel, je ne vois pas le rapport. Explique-moi comment est né ce projet et pourquoi. Mais le rapport, c'est que tout le monde ne le sait pas, mais Tolkien, c'était aussi un illustrateur. Et il a illustré chacun de ses romans avec des œuvres qui ont cette taille. Et donc on est parti de ces illustrations en se disant, au fond, on a des tentures qui sont connues, mais qui sont quand même connues de spécialistes. Si on prenait quelqu'un comme Tolkien, on a un nom qui est mondial et on a vraiment la possibilité de faire une tenture qui va captiver énormément de public. Et voilà le résultat, l'œuvre originelle est en, je sais pas, 20-30 fois plus grand, la tapisserie. Ça n'a pas dû être facile de les convaincre. Un jour, on est allé les voir dans leur maison de Haute-Provence
Et ils nous ont dit, vous savez, vous imaginez qu'avec notre nom, on est très souvent sollicité, mais vous avez eu une idée qui est nouvelle parce que personne ne nous a jamais proposé un projet de valorisation des illustrations de J.R.R. Tolkien. Et ça nous plaît. Qu'est-ce qui te touche, toi, quand tu vois justement le dessin originel, l'aquarelle et puis la tapisserie si grande? C'est toujours la force de la tapisserie, c'est-à-dire qu'on voit ce dessin, qui est d'ailleurs le dessin, c'est pour ça qu'on l'a fait en premier, qui est le dessin préféré de la famille Tolkien. Bilbo le Hobbit. Voilà. Et quand on a la tapisserie en face de soi, on a toujours cet effet de la tapisserie, c'est-à-dire qu'on est dans l'œuvre, alors que quand on voit l'illustration de départ, on la regarde, elle est intéressante, elle est superbe, mais on n'a pas cet effet d'immersion dans l'œuvre. Et c'est ça qui est très intéressant avec la tapisserie. L'une des missions de la Cité est de transmettre ce savoir-faire. Cela faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait plus de formation en tapisserie. Ces élèves, venus de toute la France, sont la 5e promotion. Et sur la coupe. D'accord. Je vous dérange en plein moment de transmission, François-Odile. Qu'est-ce que tu fais avec Clémence, là? Alors Clémence a fini tous ses exercices de base. Donc, c'est quoi les exercices de base, d'ailleurs? Les fonds, tout ce qu'on peut voir là, travail du fond, des diagonales, des courbes, des formes, des arrondis, des éclairages, etc. Et donc là, ça va être sa première tapisserie. Petite pression, Clémence? Un peu, mais ça va. Ouais. Qu'est-ce qui est, pour toi, pour le moment, le plus difficile ou ce qui t'a surpris le plus en découvrant cette formation? Le plus difficile, ça a été les cercles, un peu. Parce Pourquoi? que, en fait, on fait des cercles, mais c'est comme si on travaillait avec des petits pixels. Et donc, pour faire quelque chose de vraiment rond, c'est pas facile de... Celui-là, il est un peu ovale, on dirait un œuf. Bon, je vais te laisser commencer ta première tapisserie, Clémence. Oui. Bon courage. Parmi ses élèves, Fanny. Elle n'est pas du tout de la région. C'est en voyant un reportage à la télévision sur la cité d'Aubusson que cette jeune Bretonne a décidé de venir apprendre le métier. J'ai une question un peu indiscrète, Fanny. Oui. Est-ce que petite, tu disais « je veux faire de la tapisserie » Alors, pas du tout. Mais au moment où tu commences à te confronter à la formation, qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce qui te plaît? C'est un métier du Moyen-Âge. J'adore le Moyen-Âge. J'aime bien le côté... c'est un métier ancien, mais on peut faire des choses vachement modernes avec. Du coup, c'est tout le temps, on peut retransposer ça où on veut, c'est ça qui est trop bien. Du coup, non mais j'adore, en vrai. C'est pas cantonné que un certain style barbant ou même le côté conservation pour la tapisserie, quand on voit un peu les trésors qu'on arrive à dégoter, à pouvoir retrouver, retravailler, etc. C'est genre... En tout cas, visiblement, tu t'éclates. Hein. J'ai l'impression que tu découvres un plaisir, une certaine liberté presque. Ah ouais, mais les couleurs, quoi. C'est trop bien, les couleurs. Genre, tu peux marier tellement de couleurs, t'as tellement de possibilités. Faire des côtés un peu plus sobres, ou alors comme à côté, on avait du peps. Quand on a commencé, on a fait des couleurs flash. Ça donne une côté de la personnalité de chacun, au final, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs d'une bout de tapisserie à l'autre par rapport à chacun. Bon, super. Continue de nous raconter des histoires avec tes tapisseries. Ouais. C'est enthousiasmant de t'entendre, en tout cas. Merci. Salut. Salut. Pour préparer l'avenir, la Cité sait qu'elle peut se reposer sur le travail des anciens. Elle possède l'une des plus belles collections accessibles au grand public qui balaye 6 siècles de création. Donc ici, c'est la tapisserie la plus ancienne de notre collection. Elle date de 1480, et donc c'est la millefleur à la licorne. La finesse, hein, les Absolument. sabots, la tête de la licorne. Le blason de la famille de Chavannes qui est en parfait état. Alors dans cette salle, la nef des tentures, vous présentez un grand nombre d'œuvres, d'une façon, je dois dire, assez théâtrale quand même. Oui, on a voulu, le projet scénographique a été de s'inspirer des techniques du théâtre et d'avoir ces décors. Et ces décors qui sont peints à la main, comme les cartons de tapisserie. Et c'est vrai que c'est très efficace, c'est très surprenant quand on entre dans cet espace.
D'ailleurs, on voit dans les œuvres qui datent du XVIIe, XVIIIe à quel point ces tapisseries racontaient des histoires, sont narratives. Et puis, on bascule après au XXe siècle dans des choses plus modernes. Et pour cause, parce que les artistes de cette période se sont aussi intéressés à la tapisserie. Absolument, on a des tapisseries de Vasarely, de Le Corbusier, de Cocteau, de Braque. Et donc on voit bien que tous les grands artistes du XXe siècle se sont essayés à ce savoir-faire. Alors là, Emmanuel, je suis complètement surpris. Une tapisserie comme celle-ci, je n'en ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le résultat de notre appel à projet de 2012, Mobilier Design en Aubusson. Et c'est une artiste, Bina Baitel, qui s'est inspirée de l'univers des verdures et notamment des bordures de tapisserie pour imaginer un paysage. En fait, c'est une sorte de plan d'eau avec ces deux meubles qui constituent le relief. Elle s'inspire vraiment de tapisserie ancienne et elle a un design, elle a des couleurs qui sont complètement d'aujourd'hui. Alors je vais t'avouer que j'avais un petit a priori. C'est vrai que tapisserie, je pensais à des choses un peu vieillottes, un peu poussiéreuses. Et là, je découvre vraiment un univers qui se prête à la modernité. Et je crois que c'est le cas du grand public en général. Et ici, ils s'aperçoivent que le savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson, il permet de faire des choses complètement contemporaines. Et on a toujours une politique qui est vraiment très forte de création contemporaine. C'est un des enjeux majeurs de la Cité de la tapisserie. La tapisserie, c'est moderne. Absolument. On aurait tort de croire que la modernité n'est réservée qu'aux grandes métropoles. Nous voici à Souparsa, à 30 minutes d'Aubusson. C'est dans ce petit village de 137 habitants que vit et travaille Gabriel Chabra, un artiste de renommée internationale. Ses peintures fourmillent de visages, de silhouettes, de couleurs. En 1985, Gabriel s'est lancé dans une aventure hors du commun. Il lui a fallu plus de 10 ans de travail pour réaliser son grand œuvre. Pour le voir, il suffit de pousser les portes de la petite église du village. Ah, quel choc visuel. J'imagine que c'est intentionnel. Oui, il fallait vraiment un choc visuel. Je voulais interpeller celui qui rentrait, l'emprisonner pour l'obliger à réfléchir. Donc sur la gauche, tu as l'Ancien Testament et sur la droite, le Nouveau. Et il y a une correspondance constante entre l'Ancien et le Nouveau. Voilà. Comment t'es venu l'envie, le désir d'investir cet endroit, cette église, avec cette fresque monumentale? Les lieux étaient à l'abandon et j'ai proposé au maire, au conseiller général, de faire des peintures murales. Voilà. Et puis j'ai fait le travail bénévolement, uniquement par plaisir. Pour moi, c'était un plaisir de peindre sur de grandes surfaces. Voilà. C'est un espace à deux dimensions, avec les verticales, les horizontales, les courbes, et le graphisme joue également avec cette architecture et contribue à emprisonner celui qui vient là. L'œuvre est tellement monumentale qu'il faut du temps pour pouvoir l'apprécier totalement. Il y a ces vitraux que tu as dessinés. Et puis là, on voit ce qu'on ne voit pas quand on rentre. Et en plus, il y a les cloches qui sont avec nous. C'est une lecture spatiale, en fait, de ton œuvre qu'il faut faire. Absolument, oui. Le graphisme des vitraux prolonge le graphisme des peintures. Avec Tolmette Verrier, on a sélectionné donc le vert et les valeurs des couleurs pour que l'harmonie soit parfaite et que l'intensification joue toujours d'une façon positive. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que tu aies réalisé vraiment cette œuvre que moi je trouve magistrale, mais ici, c'est 137 habitants, je crois, et c'est pas parce que c'est petit qu'ils ne méritent pas d'avoir ça ici. Ça a été diversement apprécié au départ. On ne m'a pas dit tout ce que les gens du village pensaient, parce qu'effectivement, l'intensification est telle que ça surprenait. C'est pas ce qu'on attendait d'une église, la décoration d'une église. Mais j'ai voulu, et ça a été la condition pour que je travaille, m'exprimer librement. Voilà.
Est-ce que c'est pas ça le premier devoir de l'artiste, prendre sa liberté? Absolument. Il faut être soi-même, je pense, c'est essentiel. L'art peut-il être un moteur de développement? Sans aucun doute. Notamment quand des artistes redonnent vie à des lieux voués à l'abandon. Illustration à Felletin, l'autre grande ville de la tapisserie, à 10 km d'Aubusson. C'est dans le quartier de la Gare, totalement abandonné, que depuis quelques années, un village d'artistes a vu le jour. Vincent Dubourg fut le tout premier à investir les lieux. Son immense atelier était il y a 20 ans une ruine. Salut Vincent. Quel endroit incroyable, j'ai l'impression de pénétrer dans l'antre d'un alchimiste. La première fois que tu viens dans ces bâtiments, comment tu réagis? Je réagis le rêve. Le rêve m'amène d'une part ici en me disant que l'espace, il y avait qu'une chose à faire avec lui, c'était de le remplir. Et puis, c'est un outil de travail magnifique. Ce que tu es en train de faire, c'est quoi visuellement? C'est en pleine naissance, hein, donc faut l'imaginer. Ça reste comme un commun, hein, tout de même. Hein, c'est qu'un buffet 5 portes. C'est un buffet, en fait? C'est un buffet. Hein. On peut forcément se poser la question, surtout dans cet état-là de la fabrication. Tout est poussé au chalumeau. Tout cet aspect de surface que tu peux voir là, c'est comme des pétales de rose ou des empreintes du bout du doigt. Tout est poussé à la flamme. Vincent fait ce qu'on appelle de la sculpture fonctionnelle ou design art. Il expose et vend dans le monde entier. New York, Dubaï, Miami, Paris, Londres. Mais tout est créé ici, à Felletin. Alors, Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Je te laisse découvrir la fonction. Ça s'ouvre complètement. Après, voilà. Je comprends Donc, mieux hein, quand tu dis du design art. Hein, c'est un peu l'un Design des art. termes qu'on utilise. Tout est aux normes au niveau des hauteurs, hein, les verres, les assiettes. C'est-à-dire que c'est l'idée Je que plaisante. c'est à la fois une œuvre d'art, mais qu'en même temps, ça s'utilise. Bah, tu vois bien déjà, regarde, ça s'appelle Inside Ear. Donc c'est vraiment un cerf à l'intérieur de toi, ça raconte une histoire, c'est narratif. Après, comme tu peux le percevoir, on a ce chalumeau qui est venu pousser la matière comme un pinceau avec sa peinture. C'est-à-dire, ça se fait comment ça? Tu peux Je vais te me faire voir, montrer? viens voir, ça c'est hyper génial. J'adore. Un petit coup de flamme. Ok. J'adore parce que c'est très doux, c'est très sensuel, regarde. Et comme je te l'ai dit, on est vraiment sur le pinceau et sa couleur déplacée, tu vois. Ah, c'est-à-dire que la flamme devient ton pinceau, quoi. Car, Exactement. et donc après X minutes de travail, ça donne ça, quoi. Ça ou autre chose. C'est comme la peinture, hein, c'est toujours suivant les humeurs, on sait bien. Hein. Et comme c'est un geste déplacé et que c'est une empreinte et du bout des doigts, rien ne se ressemble. Vincent a été un pionnier. Au fil des années, d'autres créateurs sont venus investir le quartier désaffecté de la Gare. Les projets fleurissent, se nourrissent les uns les autres. Marc et Guillaume, deux jeunes architectes du collectif Accolade de Bordeaux, viennent de passer 2 mois en résidence à Felletin. Leur objectif, présenter un projet de rénovation urbaine du quartier. C'est une maquette du quartier à l'échelle urbaine. C'est donc une maquette qui est censée nous permettre de réunir des habitants et de réfléchir sur le futur du quartier. C'est l'état actuel, ça, en fait. Ouais, c'est sans projet pour l'instant. Au total, vous êtes à peu près une dizaine d'artistes et de créateurs. Ça fait 10 ans, toi, que tu es ici. Qu'est-ce que tu trouves? Est-ce qu'on peut parler d'une communauté? Une communauté, je sais pas. Après, une franche camaraderie, ça c'est sûr. On s'est installés petit à petit les uns à la suite des autres, par connaissance et aussi en recherchant des lieux potentiels pour créer nos activités. Et ce qui est chouette ici, c'est que toc toc, on frappe à la porte, autant pour boire un café, rêver ensemble, avoir une idée ou prendre une planche de bois et des vis. Il y a une émulation artistique du fait comme ça de cohabiter. Une entraide, une entraide, très très forte, assez puissante pour
changer les idées de chacun et les faire grandir et les élever. Grâce à votre travail aussi, tout d'un coup, vous attirez le regard sur cet endroit. C'est tout sauf l'idée de refaire un petit village. C'est juste, on s'aperçoit que tout le monde a besoin de l'un et de l'autre et que c'est une belle manière de pouvoir s'entourer et d'inviter surtout. C'est autant un projet humain qu'artistique. C'est une histoire de vie, hein. C'est une vie. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination. Et ben moi, je voudrais porter un toast justement à cette créativité dont vous faites tous preuve ici, en Creuse. Voilà, vraiment, bravo, santé. Salut.